Bonjour, je voudrais tout d'abord vous remercier tous d'être venus. C'est toujours un plaisir de partager avec vous mes intérêts, mes passions. J'ai beaucoup apprécié les présentations jusqu'ici et les différentes interprétations, applications de ce que c'est que la virilité selon nos propres intérêts. Donc c'est vraiment un plaisir et je vous remercie. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la littérature du sida de Guillaume Dustan et Éric Remez, deux écrivains français dont les œuvres témoignent d'une imposture virile, à mon avis. Il me paraît important de continuer à étudier la littérature du sida, même si elle est en déclin, car cette maladie mettait en question la légitimité de la masculinité des victimes, voire de leur virilité aussi. Or, j'examinerai aujourd'hui comment le concept de la virilité est réapproprié dans ces textes pour enfin parler d'une virilité queer que j'appelle la viralité. S'il est le cas que la virilité est la capacité de procréer, alors les protagonistes queer des livres de Dustan et Remez s'assurent leur virilité en transmettant le virus d'un homme à un autre. L'imposture virile se transforme donc en homme viral, car la virilité ne définit plus la masculinité des hommes. C'est la viralité qui développera notre compréhension d'une virilité queer alors. Je suggère donc que la littérature de ces deux écrivains crée un univers queer, séropositif, où les hommes réapproprient le processus reproductif, où l'imprégnation est remplacée par la contamination et la séroconversion. L'étude du sida est fortement liée à une discussion contemporaine de la masculinité, car sa découverte puis interprétation ont été, et peut-être sont toujours, considérées comme la virilité. Dustan et Remez créent... Oh non, pardon, je me suis trompé. Considérés comme une conséquence de l'homosexualité, une manifestation des péchés qui ont défié toute connaissance biomédicale et avaient ciblé une seule sous-population. L'épidémie avait renforcé l'opposition binaire entre l'homosexuel et l'hétérosexuel. En reléguant le sida à la population gay, la communauté scientifique des années 80 cherchait à légitimer que l'épidémie ne pouvait infecter qu'une seule population. Et donc un tel argument démontre une supériorité sociale de l'hétérosexualité et alors renforce l'hétéronormativité comme un discours dominant. Certains critiques, comme Victoria Bess, Martin Crowley, soulignent le fait que l'universalisme français privilégie l'hétéronormativité, c'est pas étonnant, sous une guise d'égalité. Pourtant, l'homosexualité est et était toujours vue comme une menace à l'existence de la République, parce qu'elle rejette le principe de la procréation, le devoir des citoyens de la République. Cette confrontation entre le républicanisme français et le communautarisme des gays est d'un intérêt particulier parce que d'un côté, la culture politique française espérait que ce virus restait confié à la communauté gay, tout en ignorant l'existence de cette même communauté. Et donc, une identité gay française ne pouvait exister dans la sphère sociopolitique française. Mais pour revenir à nos deux écrivains, Dustan et Remez, ils construisent un univers littéraire qui ne privilégie nulle normativité sexuelle que celle des rapports non protégés. Leurs ouvrages mettent en scène un discours marginalisé du sida et donc nous permettent aussi, en tant que lecteurs, d'explorer de nouvelles définitions de la masculinité ainsi que la virilité. Dustan et Remez créent leur propre subculture des hommes gays qui ont découvert qu'à travers la transmission virale, eux aussi pouvaient partager une parenté, un lien, un réseau familial qui ressemble à la filiation hétérosexuelle. À part des adoptions, les familles hétérosexuelles nucléaires sont liées via des rapports sanguinaires. Au lieu de partager des ressemblances génétiques, ces hommes partagent des ressemblances immunologiques. Et la reproduction sexuelle est remplacée par la transmission du virus. Le sexe non protégé crée une consanguinité pour les hommes qui donc efface l'existence et la nécessité des femmes dans le texte en fait, car la gestion est remplacée par l'incubation. D'ailleurs, je note que ça n'efface pas l'existence féminine, car il y a plein d'arguments à faire en ce qui concerne la pénétration,
Et on en a parlé hier avec Olivia dans sa présentation. Les hommes vierges, c'est-à-dire séronégatifs, l'homme séropositif qui utilise son sperme, son germe pour imprégner, produire d'autres hommes séropositifs. Donc il y a plein d'arguments à faire en ce qui concerne des traits classiquement féminins ou des traits classiquement masculins. Alors ce que je tente de faire est de vous démontrer comment la littérature ici souligne ce concept que la virilité queer des années 90-95 était plutôt une viralité, la puissance de séroconvertir les autres. Étant un Français bourgeois et gay, Guillaume d'Ustan n'écrivait pas de la périphérie en fait. Pourtant, sa littérature continuait la tradition, une tradition du 19e et 20e siècle, d'une littérature qui faisait la chronique de la vie. D'Ustan tient une place importante et canonique dans la littérature française queer, étant donné qu'il était l'éditeur du rayon gay. Et l'ensemble de ses trois premiers ouvrages s'intitule son autopornographie, la chronique en fait d'une vie gay, comme il le dit. Ces livres explorent sa vie gay, mais des points de vue différents. Dans son premier livre, Dans ma chambre, il s'agit d'une exploration de la sexualité gay entre les murs, c'est-à-dire entre les murs de sa chambre, une métonymie pour la culture gay à Paris. Son monde queer continue à élargir dans son deuxième livre, Je sors ce soir, lorsqu'il sort enfin, mais c'est pas du placard en fait, mais de sa chambre pour se plonger dans un lieu uniquement gay. Le dernier livre de sa trilogie s'appelle Plus fort que moi, un portrait intime du monde sadomachiste où le protagoniste ouvre son corps à l'exploration sexuelle aussi. Son corps donc devient l'univers du texte. D'Ustan se distingue d'autres écrivains comme Camus ou Guibert avant lui parce qu'il se positionne à l'autre extrême, puisque ses textes font la chronique de sa vie avec le sida, alors que d'autres textes du sida présentent un monde avant sida et après. Mais pour lui, c'est toujours avec, il y a toujours la présence. Quant à D'Ustan, il n'y a pas d'avant ou après, seulement le présent, une présence continuelle de la séropositivité, voire une séronormativité. Comme il le dit, je vais me brasser les dents, c'est le rang hygiénique du soir, AZT, dents verrues, je me rembranlerai peut-être, je l'espère, après tout ça. Dans le texte, le protagoniste n'a jamais été négatif, il était toujours séropo, qui lui permet donc de forger une identité masculine queer et aussi positive. Et donc la construction de cette identité masculine se crée via le récit d'une transmission du virus, un processus reproductif queer. Si le texte est la chose centrale pour D'Ustan, ces échanges sexuels alors deviennent le récit dominant d'existence dans ce monde littéraire. Alors, le sexe safe n'est pas la norme quand le protagoniste explique à un ami, tu sais, personne ne met plus des capotes, même les Américaines. Maintenant, tout le monde est séropositif. Je ne connais plus personne qui soit négatif. Le but ultime, alors, est de passivement repeupler la République avec des citoyens séropositifs, de nouveaux enfants positifs pour la France. C'est quand même intéressant de voir la réaction du narrateur de « Je sors ce soir » quand il apprend que son amant n'est toujours pas positif. La semaine d'après, c'était après... en rencontre avec son amant, le test est négatif. Je me dis que j'ai bien fait de ne pas jouir dans son culte, et puis je me sens seul, déçu, et puis seul. Il faudrait préciser que le protagoniste, à mon avis, n'est pas déçu puisqu'il n'a pas infecté son amant, c'est plutôt qu'il n'a pas assumé son rôle dans la République queer, de procréer d'autres hommes positifs. En fait, il pense avoir une responsabilité et un devoir de séroconvertir d'autres hommes. Depuis que j'étais séropo, je cite, je me voyais comme un pistolet chargé. Le sperme remplaçait les balles. Avec ça, j'avais le pouvoir. Et ça nous rappelle aussi l'intervention d'Olivia d'hier quand elle parlait du phallus comme une arme. Il se réinscrit en fait dans la norme masculine où celui qui pénètre a le pouvoir. C'est donc une citation poignante et provocatrice puisqu'on a tendance à ne jamais croire ou envisager un homme gay à cette époque-là, dans un portrait si fort de la masculinité traditionnelle.
Ces protagonistes assurent un héritage séropositif, donc on pourra remonter de génération en génération, dont on pourra étudier l'ascendance pour enfin établir une immortalité dans le texte. Ceci est assez intéressant, c'est-à-dire cette citation, quand on prend en compte le fait qu'au niveau socioculturel, le sida était considéré comme une condamnation à mort. Pour pouvoir vivre dans ce texte, cet univers cuir, séropos, le protagoniste garantit son existence à travers sa maladie et s'échappe, évade tout ce qui n'est pas dans cette pensée-là. Je cite, ma séropositivité, c'était aussi pour ça que j'avais quitté Stéphane, c'était celui qui restait négatif. Le résultat négatif du test, qu'il n'avait jamais voulu faire avant, avait coupé les amarres. Il admet qu'il n'arrivera jamais à aimer Stéphane puisqu'il n'est pas séropositif. Stéphane ne fait pas partie du tribut. Tout attentat de le convertir, de le refaire naître, résulte en une fausse couche. Stéphane n'a pas le même sang, il ne partage pas de filiation avec ses confrères positifs. Ce personnage est donc le père ou chef de tribu qui cherche à protéger sa famille et assurer sa continuation, son existence. Pour le deuxième écrivain, pour Éric Rémez, l'autre écrivain que je traite aujourd'hui, le sexe est fusion selon lui. Et donc le sexe prend la même place ou a la même importance que pour Dustin. Rémez inscrit aussi l'existence dans l'acte sexuel. Son premier texte s'appelle « Je bande, donc je suis ». La logique cartésienne est bien évidente. Pour Rémez, le désir et la sexualité, le sida font tous partie d'une longue évolution pendant le XXe siècle, quand il dit « Peut-on parler du désir à la fin du XXe siècle sans parler de la sexualité, donc du sida ?» Alors le sida, pour Rémez, devient une partie intégrale de la sexualité gay, car être est lié à baiser, comme il le dit fièrement. Tout comme Dustin, son contemporain, Rémez propage un discours où l'homme gay reprend possession de sa masculinité, sa virilité à travers le virus. Dans son premier livre, Je bande, donc je suis, dont le personnage principal s'appelle Berlin Tintin, Rémez nous raconte le voyage initiatique du Berlin et sa séroconversion. Rémez alors se distancie de Dustin, car il y a un avant-sida et un après pour lui. Rémez n'efface pas l'hétéronormativité du texte. Il le garde non seulement pour une référence, mais aussi pour la tuer en la séroconvertissant. Car oui, je cite, un bon hétérosexuel est un hétérosexuel mort. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps d'interpréter ça. J'ai eu une interprétation, ce qui veut dire ce que c'est qu'un hétérosexuel mort. Je veux pas vous donner l'idée que Éric Rémez c'est un des plus méchants hommes du monde ou un des plus méchants gays du monde. Cette citation peut apparaître hétérophobique, je suis sûr, mais elle marque aussi la conversion finale du texte et du lecteur, sachant qu'à partir de sa conversion, l'hétérosexualité n'existe plus pour son protagoniste Tintin. Il met fin à son ancienne vie pour n'avoir qu'une présence et future avec le sida. Je cite, « Je savais dès le début qu'un jour je mettrais fin à tout cela, à cette vie-là, pour en recommencer une autre, une toute nouvelle vie, belle et fraîche, c'est-à-dire avec le sida. » Mais regarde la positivité, déjà. Alors la vie et la mort deviennent un leitmotiv dans son œuvre. On pourrait discuter que la vie n'a pas commencé pour Berlin Tintin que jusqu'à ce qu'il soit positif. La logique culturelle est renversée, car cette maladie mortelle désigne la vie. La mort est la chose la plus excitante pour Berlin. Je cite, la mort c'est excitant. La mort fait bonder, la mort fait jouir. Être c'est bonder, bonder c'est mourir. Alors la mort lui appartient. Après tout, être condamné à mourir, c'est être condamné à vivre, donc à jouir. Et donc le lecteur reprend le titre « Je bande, donc je suis » pour conclure qu'en fait, cette logique cartésienne est plutôt « il bande », c'est-à-dire Rémez ou le protagoniste Berlin Tintin, « il bande, donc nous sommes ». Mais son homosexualité lui pèse quand même. Comme il dit, il serait temps pour moi de l'accepter. C'est-à-dire, à mon avis, d'accepter son rôle, d'assumer son rôle dans cette société cuir. Et il faudrait bien que je m'assume un jour totalement. Ne plus me cacher ma vérité, que j'accepte de devenir moi.
Qu'est-ce qu'il faut assumer? C'est ma question. Quel rôle? Par rapport à quoi? À qui? À la République, à sa communauté gay, à la communauté séropositive? Pour nous, cette étude, c'est par rapport à la communauté dont l'existence Tintin défend et crée. Il s'assume dans la construction d'une nouvelle masculinité queer basée sur l'acte sexuel et la transmission du virus. Tintin se rend compte qu'il fait partie d'un projet plus vaste et grand que lui. Un projet de repopulation. Un jour portera un jour ses fuites. Et ces fuites sont les autres séropos. Lors d'un moment introspectif, Tintin se dit, et je cite Berlin-Tintin, ne les comptez plus ceux qu'il avait maintenant contaminés, 1 et 2 et 3 sida. Ainsi, Tintin agrandissait la grande famille des sidéens. Fin de citation. C'est donc dans ces deux textes du Je bon donc je suis, un autre qui s'appelle Serial Fokker, que Remez queerise la virilité, à mon avis, en s'appuyant sur sa viralité, je devrais dire, pour établir une famille séropositive. La construction de sa masculinité tourne autour de la maladie qui l'afflige. Il dit, il me d'abord détruit et puis construit. Pour qu'il enfin puisse avoir une raison d'être, d'exister. Et donc, pour conclure, d'autres critiques suggèrent que le barebacking ou le sexe non protégé n'est qu'un moyen pour déstabiliser une société hétérocentrique telle que la France. Je suis d'accord que c'est une manière d'interpréter ces textes, mais moi je crois que l'analyse de cet acte symbolique nous permet de tirer une conclusion des représentations littéraires des hommes séropositifs et la virilité queer. Le barebacking est plutôt qu'un acte subversif, c'est une réappropriation des termes. Le sida était toujours considéré comme une maladie qui émascule les hommes, mais Dustin et Remez démontrent comment on récupère la virilité pour les gays à travers le même virus qui les empêchait avant. Je vous remercie pour votre attention et pour l'occasion d'intervenir, vous présenter un de mes intérêts. Merci.